Voilà, on va reprendre donc les débats avec cette deuxième table ronde. Qui n'a pas rêvé de voyager dans le temps? La téléportation, c'est un concept que l'on voyait dans les vieux films des années 80. Eh bien, ce concept est aujourd'hui devenu réalité, du moins, en tout cas dans l'espace. Mais demain, pourquoi pas un voyage dans le temps? Il paraît que des algorithmes intelligents pourront générer des scénarios du futur, des scénarios du futur que nous pourrons virtuellement explorer. Le voyage dans le temps est-il souhaitable? Une table ronde avec donc Étienne Klein, bienvenue, physicien, philosophe, spécialiste de la physique quantique et des questions du temps en physique. Bienvenue, merci de me rejoindre sur scène. Vous avez une... voilà, je vous en prie, prenez place. Nous aurons en visio Hervé Letellier, il est auteur de l'Anomalie, prix Goncourt 2020. Et puis Romain Charles, également ingénieur au Centre national d'études spatiales. Bienvenue monsieur Charles, je vous en prie. Et pour modérer cette table ronde, Romain Gouloumès, chef de service magazine. Bienvenue Romain, au quotidien 20 minutes. Romain, tu peux te mettre là. Voilà. Et oui, je l'ai dit, Hervé Letellier en visio. Je pense qu'il va nous rejoindre dans un instant. Je commence? Oui. Ah bon. Pas de problème. Bon, Gaël a un petit peu défriché le sujet. Donc déjà, bonjour à tous et bienvenue dans la simulation 42 du débat « Le voyage dans le temps est-il souhaitable ?» Alors, je vois déjà quelques sourcils se lever. Je vous prie de les baisser, vous allez voir. Pour ceux qui n'auraient pas encore gobé la pilule de Morpheus ou lu le résumé de la table ronde, rapide mise à jour, ça y est. Aidé de l'ordinateur quantique et d'hyper-algorithmes, l'espèce humaine est parvenue à créer des simulations de mondes habités et de cerveaux humains, comme cette salle de conférence et tous les individus qui l'occupent. Si jamais vous avez déjà joué aux Sims ou vu vos enfants y jouer, voilà, vous pouvez vous dire que vous faites partie, vous êtes le fruit d'une technologie un poil plus avancée. Cette prouesse technique a ouvert le champ des possibles, à la manière du Louvre, que vous avez sans doute pu découvrir malgré le confinement grâce à un casque de réalité virtuelle. L'homme a désormais les capacités techniques de se projeter dans des reconstitutions du passé plus vraies que nature, mais plus important encore, il peut désormais explorer le futur, en tester différents scénarios pour mieux piloter son présent. Deux exemples à deux échelles. On peut demander par exemple au superordinateur de modéliser une Terre où entrerait en vigueur l'interdiction dès demain de consommer plus de 50 litres d'eau par jour et par individu. Ou pour un peu plus d'enjeux, mon concernant, je pourrais par exemple lancer mon jumeau numérique à l'assaut de mon rédacteur en chef ici présent pour lui demander une augmentation et en fonction des résultats obtenus, je pourrais décider de la stratégie à adopter. Alors pour aller un peu plus loin, j'ai avec moi un panel de choix. Alors bonjour Romain, Étienne et Hervé. Je vais commencer avec vous, Étienne, si vous êtes d'accord. Vous avez écrit de nombreux livres de vulgarisation, dont certains touchent de très près à la question du temps, Matière à contredire, Les tactiques de Chronos ou l'éloquent Le facteur temps ne sonne jamais deux fois. Vous y prouvez, entre autres choses, que le voyage dans le temps est impossible dans le cadre de la physique des particules. Et pourtant, je suis obligé de vous poser la question, toutes les portes, notamment quantiques, du voyage vers le temps, d'un trajet à l'époque de Vercingétorix ou en 2077, sont-elles fermées? Bien, bonjour à toutes et à tous. Non, je ne veux pas du tout casser l'ambiance a priori, simplement remarquer, et sans forcément faire appel à la physique quantique ou même à la physique des particules, qui en effet, par des principes très forts qui sont liés à la causalité, interdisent l'idée même de voyage dans le temps. Non, simplement que moi j'ai lu beaucoup de livres de science-fiction qui prétendent raconter des voyages dans le temps, à commencer par celui de M. Wells, La machine à explorer le temps, ou beaucoup d'autres, De peur que les ténèbres, etc. Et en fait, très rapidement, lorsque vous lisez ces ouvrages, vous constatez que en fait, c'est jamais un voyage dans le temps. En fait, c'est impossible de raconter un voyage dans le temps. Personne n'a réussi à le faire. Et donc, j'ai l'impression que cette impossibilité traduit le fait que nous sommes incapables de penser un voyage dans le temps. Parce que pour le raconter et pour le penser, il faut imaginer deux temps différents. Le temps du soi-disant voyageur temporel, premier temps, et le temps dans lequel il voyage, second temps. Et si ces deux temps sont confondus, il n'y a pas de voyage dans le temps.
Et après, on peut invoquer des arguments de relativité, le fameux paradoxe des jumeaux de Langevin. En fait, ça vient du fait qu'on a mal traduit la relativité d'Einstein. On dit dans beaucoup d'ouvrages, il existe un temps universel dont la vitesse d'écoulement dépend de l'observateur. Et ça, c'est évidemment une formule assez malheureuse, parce que le temps n'a pas de vitesse, puisqu'une vitesse est une dérivée par rapport au temps. Et en fait, la bonne traduction de la relativité, c'est de dire qu'il y a autant de temps propre qu'il y a de référentiels différents. Donc par exemple, si je m'éloigne de vous à grande vitesse, dans une fusée par exemple, si je reviens, on aura un écart d'âge qui sera différent, vous serez tous morts en fait. Mais ça veut dire que j'aurais voyagé dans votre futur, mais je n'aurais pas voyagé dans mon temps propre. En fait, c'est impossible de voyager dans son temps propre. Et quand vous posez la question, est-ce que les voyages dans le temps sont souhaitables? Avant de poser la question, il faut faire preuve de prudence. Par exemple, si vous décidez de voyager dans le futur, qu'est-ce qui vous garantit que le futur existe déjà dans l'avenir? Peut-être qu'à l'heure où je vous parle, le futur, c'est le néant. Donc voyager dans le futur, c'est très dangereux. Ou bien le passé, c'est le néant aussi. Le passé est derrière nous, il a disparu. Vous voyez, on parle de tout ça avec une certaine désinvolture langagière. Et quand vous parlez des scénarios qui permettent de faire de la prospective, ça veut dire que des calculateurs sont capables de calculer des mondes futurs en fonction d'hypothèses qui seraient les nôtres. Moins de 50 litres d'eau par an, par habitant, ou je ne sais quoi encore. Mais ça peut dire mettre en image des scénarios. Quand vous assistez au cinéma à la bataille de Vercingétorix, vous assistez à un événement du passé, mais vous n'êtes pas dans le passé. Donc moi, ma première remarque, si vous voulez, c'est, disons, de critiquer une forme de désinvolture avec laquelle on parle des voyages dans le temps, on suppose qu'on en rêve. On suppose qu'on en rêve. Je ne suis pas du tout sûr qu'on en rêve. Je pense qu'on peut imaginer vivre dans le passé, par exemple, à une période qu'on aurait choisie au motif qu'elle nous plaît, ou qu'on aurait aimé la connaître. Mais je pense que psychiquement, c'est impossible de vivre dans le passé en connaissant la suite de l'histoire. Par exemple, moi, j'aimerais bien être en 1927 à Bruxelles, à l'hôtel Métropole, pour assister aux discussions à propos de la mécanique quantique entre Einstein et Bohr. Je paierais même très cher pour assister à ces discussions. Mais si en 1927, je devais aller chez le dentiste, en sachant que quelques années plus tard, on inventera des produits qui permettront de ne plus avoir mal chez le dentiste, jamais j'aurais le courage d'aller chez le dentiste en 1927. On va rester dans le virtuel, du coup, exactement. Dans l'anomalie, donc Hervé, pardon, Le Tellier, dans l'anomalie, l'apparition de doubles pousse l'humanité et le lecteur à se poser la question de la réalité. Vivons-nous dans une simulation informatique? Cette théorie, elle a été soutenue par Elon Musk en 2017, je crois également, mais elle a surtout été développée en 2003 par Nick Bostrom. Cette année, l'Union européenne a donné le coup d'envoi à Destination Earth. Donc, c'est un programme de simulation. L'idée, c'est de créer un double numérique de la planète pour justement en tester différents scénarios d'évolution. Hervé, de quel œil voyez-vous, vous, ce type de projet, sachant que voilà, dans l'anomalie, on se pose vraiment la question de savoir si on n'est pas déjà, nous, dans une simulation et si ces simulations, demain, seront possibles. Alors, il y a deux questions en une. La première question, c'est de savoir ce qu'il faut penser de projets de simulation de l'humanité, de simulation surtout de la planète. Ben, je crois que c'est nécessaire parce que, évidemment, on a besoin d'avoir beaucoup de données pour arriver à comprendre ce qui va se passer au niveau climatique. Le projet Destination Earth, d'ailleurs, est avant tout un projet climatique, un projet d'estimation à 10, 20, 30 ans de la montée des eaux, de la fonte des glaciers, de l'élévation de la température globale au niveau arctique, au niveau antarctique. Donc c'est un projet qui permet de visualiser un petit peu ce qui va se passer avec la limitation qu'on connaît, qui est celle parfois de l'imprévisibilité de certaines choses. Par exemple, le phénomène de dôme de chaleur qui se produit actuellement au Canada, c'est un phénomène disons, qui va se reproduire, mais qui n'est pas prévisible dans le long terme. C'est quelque chose qui est épiphénoménal, mais dont on sait
par avance que ça va être un phénomène qui va se reproduire sans qu'on sache ni où, ni quand, ni comment. Mais par contre, on sait que ça va se produire. Donc il y a une nécessité à pouvoir évidemment avoir une vision de la planète à cette distance-là. La deuxième question, c'est celle qui est contenue dans évidemment l'anomalie qui est-ce que nous sommes ou non dans une simulation? Moi, j'ai pris cette hypothèse pour étayer en fait la question que je me posais, qui était celle de la confrontation à soi, et de trouver un moyen d'échapper au conte de fées, en reprenant une idée que j'avais entendue dans la bouche, évidemment, de Nick Bostrom il y a presque une vingtaine d'années, et qui maintenant fait son chemin, qui est l'idée que nous pourrions bien être dans une simulation. C'est une idée qui est séduisante d'abord parce qu'elle est vertigineuse et qu'elle nous permet de nous poser des questions sur ce que c'est que le monde, ce que c'est que le... C'est presque une question du bac, hein, c'est pouvons-nous faire confiance à nos sens? J'espère ne jamais être un sujet du bac. Mais enfin, c'est avant tout cette question-là qui se pose, c'est-à-dire la question de la validation des sens, de la question de la validation du réel, qui est toujours quelque chose qu'on peut remettre en cause. Donc il y a ces deux questions en même temps. Ouais. Et c'est vrai qu'avec l'essor, enfin en tout cas on met de plus en plus en avant une technologie qui porte l'ordinateur quantique qui devrait ouvrir le champ des possibles pour aller vers des simulations de plus en plus précises, de plus en plus pointues. Vous pensez qu'on se dirige quand même vers des oui. des mondes simulés ou... Je pense qu'on commence déjà à avoir des mondes simulés. Tous les adolescents qui jouent sur des jeux qui sont des jeux massivement coopératifs savent qu'ils sont dans des mondes simulés et que même si en face d'eux, ils n'ont pas des monstres ou des joueurs qui sont forcément virtuels, ils savent que les technologies évoluent et que tous les 10 ans, le niveau de perfectionnement de ces jeux est considérable. Enfin, l'amélioration est considérable. Donc, de là à se projeter dans une simulation de type Black Mirror dans lequel on arriverait à prendre l'intégralité de notre psyché et la projeter dans un monde virtuel, je sais que c'est ce que visent pas mal de transhumanistes hein, qui trouveraient là-dedans une solution à la question de la mortalité des corps. C'est une autre question qui est tout à fait différente. Mais effectivement, il y a une montée en puissance des ordinateurs qui ne cesse de se poursuivre. Les ordinateurs quantiques font leur apparition. Les ordinateurs à différentes couches qu'on appelle des réseaux neuronaux existent et voient d'une certaine manière réfuter la logique de limitation de la loi de Moore, qui était qu'au bout d'un moment, la gravure des ordinateurs était tellement fine qu'on n'arriverait plus à augmenter ce niveau de puissance. On voit qu'on arrive à contrer, en fait, par des moyens techniques, ces limitations. Donc effectivement, je pense que les ordinateurs vont continuer à progresser. Il y a deux questions qui vont se poser et qui sont des questions qui sont autres que celles qu'on doit aborder aujourd'hui, mais une des questions qu'on doit se poser, c'est faut-il ou non limiter l'intelligence artificielle? J'ai vu que en Israël, des drones tueurs avaient été utilisés, ce qui pose un problème, enfin, qui pose un problème par rapport aux lois qu'on avait posées sur les robots, qui était la limitation de la possibilité par des robots de tuer des êtres humains. Oui. Donc, il faut s'interroger sur ces questions qui sont des questions éthiques importantes et qui sont liées au développement, évidemment, de la puissance des ordinateurs et des ordinateurs embarqués en particulier. Avec Romain Charles, on va explorer un autre type de simulation, puisque vous travaillez en ce moment sur Spaceship FR, donc qui est un projet de prototype de base spatiale pour une utilisation plus tard sur la Lune ou sur Mars. Comment se projette-t-on 10, 15, 20 ans plus loin? Et surtout, comment se projette-t-on à des millions de kilomètres, sachant que cette base prototypale, elle est installée à Toulouse, si je ne dis pas de bêtises? Alors, le Spaceship FR, c'est une structure, en effet, qui se trouve à Toulouse aujourd'hui. L'ambition, c'est, en effet, d'avoir un bâtiment qui soit un démonstrateur des technologies du futur. Le Spaceship FR est là pour préparer le futur de l'exploration spatiale. Et pour le faire, on se projette, on imagine une base qui se trouverait sur la Lune, sur Mars, sur un corps céleste, en gros. Et quelles sont les technologies dont on a besoin, dont on aura besoin lorsqu'on sera sur ces corps célestes pour survivre et travailler. Et on se base sur un travail qui a déjà été fait. Des experts du monde entier, des différentes agences spatiales ont travaillé, ont essayé de voir quelles sont les technologies qui nous manquent, donc quels sont les écarts technologiques sur lesquels il faut travailler pour arriver à cette base lunaire martienne. Et donc,
de notre côté, on regarde ces écarts et on voit comment est-ce qu'on peut tester, quelle technologie on peut peut-être mettre en avant, que ce soit virtuel ou très manuel, très hardware. Et si certaines sont prometteuses, les pousser en avant, les faire rentrer dans le système du CNES pour que le jour où l'humanité, au travers de l'Agence spatiale européenne, de la NASA, du CNES, dise on va faire une base sur la Lune, on va faire une base sur Mars, la France puisse être de la partie. Et j'ai cru comprendre que cette base spatiale allait avoir son jumeau numérique. Comment vous avez conçu ça, enfin, à quoi ça peut ressembler un jumeau numérique d'une base spatiale? En fait, l'idée se rapproche beaucoup de la simulation. La simulation, en particulier pour les bases spatiales, permet de prévenir, de prédire les moments où des pannes peuvent arriver et donc de faire de la maintenance, de ne pas avoir ces pannes qui pourraient être catastrophiques. Donc, il y a d'abord la construction d'un modèle et l'idée du jumeau numérique, c'est d'avoir un retour en temps réel de tous les capteurs, de tous les senseurs qui se trouvent dans cette base pour ajuster tout le temps ce jumeau numérique. Et donc, le but, l'ambition, bien sûr, est d'avoir ce jumeau numérique de cette base imaginée sur la Lune, sur Mars. Mais au-delà de ça, on essaye aussi d'avancer, voir est-ce qu'on ne peut pas avoir un jumeau numérique de l'astronaute qui sera sur place pour prédire les effets du confinement, les effets de la radiation, tous ces dangers qui, aujourd'hui, nous empêchent de partir très loin sur la Lune. Mais la simulation n'a jamais valeur d'expérience. Quelle distance vous prenez justement vis-à-vis des résultats apportés par... C'est un peu tôt peut-être. C'est un peu tôt vu que le Spaceship FR existe depuis un peu moins de 2 ans et donc on est vraiment en train de construire tout ça. La distance, enfin, je ne sais pas trop comment répondre. Enfin, je pense que Étienne ou Hervé auront des réponses un peu plus construites que la mienne. Mais voilà, on se base sur un modèle. On sait que ce modèle a des limitations. Ça, ce qui est important, c'est de bien se rappeler à la construction du modèle quelle a été son ambition et ne pas faire des généralités un peu trop importantes. Donc il y a vraiment cette base qui doit être solide, sur laquelle le modèle se construit et petit à petit est raffiné pour répondre à certaines questions précises, mais la vraie expérience sera le voyage lui-même. Étienne Klein, vous vouliez ajouter quelque chose? Je suis en train de comprendre le sujet, en fait. Je vois que ce que vous appelez voyage dans le temps, c'est simplement le fait de faire de la prédiction. Bon. Quand vous faites de la prédiction, vous imaginez le futur, vous concevez des scénarios, mais ça ne vous fait pas quitter votre position dans le temps. Non. Bon. D'autre part, si nous sommes une simulation, ce qui est possible, alors la notion même de temps n'a plus de sens. Donc la notion même de voyage dans le temps n'a pas de sens dans une simulation. C'est comme au cinéma. Un film d'1h30 peut raconter une histoire de 50 ans. Vous pouvez faire défiler la bande dans l'autre sens. Vous pouvez remonter dans le fil de l'histoire, etc. Donc l'idée même de simulation déjoue la notion même de temps avec l'irréversibilité qui lui est associée et le fait qu'on ne peut pas choisir librement sa position dans le temps. Donc on peut jouer avec les mots et en effet dire que la simulation permet les voyages dans le temps, etc. Mais je vois un parallèle entre ce qu'a dit Hervé Letellier et ce que vous venez de dire, c'est que si on pense au climat, par exemple, ce qu'ont bien compris les climatologues, c'est que si le futur est difficile à prévoir avec précision, c'est paradoxalement parce que nous avons compris quelque chose. Nous avons compris que ce qui va se passer dépend en partie de ce que nous allons faire. Et comme nous ne savons pas prévoir ce que nous allons faire, nous avons du mal à prévoir ce qui va se passer. Et donc, on fait des scénarios. Le GIEC propose plusieurs scénarios en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et la simulation permet de voir ce qu'impliquerait comme température dans un siècle, par exemple, tel ou tel scénario. De même que pour vous, vous pouvez simuler, je ne sais pas, la tenue mécanique de certains dispositifs qui sont installés sur Mars ou qui permettront au vaisseau d'atteindre cette planète. Mais je pense que pour simuler l'état psychique des cosmonautes, il y a quelques bandes d'incertitude qui restent à explorer. C'est vrai. Je pense qu'ils ne vont pas arriver en forme. Psychiquement, ils vont être... je pense que 6 mois de voyage ou 8 mois de voyage confinés, alors c'est un hyper-confinement. Hein. C'est un isolement, du coup. En plus, quand il y a une éruption solaire, il faut qu'ils se confinent dans leur capsule.
pour se protéger grâce à un blindage. Le rayonnement cosmique, bonjour la dose, c'est pas une sinécure. Je suis d'accord. C'est ces questions-là que l'on se pose. Comment est-ce qu'on peut rendre ça un peu plus humain ? Personnellement, je pense qu'il y a moyen de trouver un équipage, parce que c'est plus qu'une somme d'individus, un équipage qui pourra arriver en bonne forme psychique. Il y a la question de la forme physique, là aussi, mais il y a beaucoup de travail qui est fait aujourd'hui. Ils vont arriver. Quand on arrive quelque part, on est content de rencontrer d'autres personnes que celles avec lesquelles on va voyager. Et eux, ils vont se retrouver avec les mêmes sur Mars, tout seuls, 5. Ouais, mais du coup, est-ce qu'on peut considérer que le voyage, on arrive à destination seulement au moment où on revient sur Terre ? Mais qu'est-ce qu'ils vont manger ? Ils ne peuvent pas emmener de la nourriture pour 6 mois. Il faut la faire. On va lancer quelques simulations sur le sujet, si vous voulez bien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a du mal à anticiper, quelle que soit la quantité de scénarios qu'on envisage. C'est vrai. Et tout à l'heure, Étienne Klein, vous avez souligné un point qui, je pense, est assez intéressant, c'est celui de vouloir voyager dans le temps et de la volonté. Et c'est vrai qu'à simuler le futur, on souligne forcément les défis qu'on va avoir à soulever, enfin qu'on va avoir à affronter. Est-ce que pour vous, tout à l'heure, vous aviez aussi parlé du confinement. Le confinement, on a beaucoup parlé du monde d'après. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'essor de volonté pour justement affronter le futur en quelque sorte? Et est-ce que les simulations, alors j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas très fan de ce concept-là, mais ces simulations pouvaient nous aider en soulignant ces difficultés? Non, je suis fan des simulations. Par contre, je suis contre le fait de les associer à l'idée de voyage dans le temps. C'est tout. C'est sur le vocabulaire. C'est pas une critique des pratiques en question. Je pense qu'il y a des abus de langage qui nous empêchent de bien penser. Voilà. Et qu'à mal nommer les choses, on se prive de la joie de penser justement. Je ne sais pas si vous avez vu ce sondage qui est paru il y a 2 ans, qui montre que seulement 17% des jeunes européens désirent vivre dans le futur. C'est une question un peu stupide parce que je ne vois pas très bien où ailleurs ils pourraient vivre. Mais ça veut dire qu'il n'y a aucune hâte du futur. Contrairement à ma génération qui, lorsqu'elle était adolescente, était abreuvée d'images et de scénarios à propos de l'an 2000. On nous expliquait comment on allait voyager, se nourrir, communiquer. Et certains d'entre nous éprouvaient de la hâte. Il y avait de l'impatience pour l'an 2000. Aujourd'hui, je ne crois pas, et le sondage indique cela, me semble-t-il, il n'y a pas d'impatience du futur. Personne n'est pressé d'être en 2050. Et c'est ça qui fait que notre situation est originale. On est en quelque sorte prisonnier du présent. Personne ne supporterait de vivre dans le passé en connaissant la suite de l'histoire. Évidemment, on pourrait vivre dans le passé comme ont vécu les gens du passé. Voilà, vous pourrez retourner en 1927 et vivre comme les gens de 1927. Mais si vous connaissez la suite de l'histoire, c'est-à-dire si vous avez voyagé dans le temps, c'est insupportable. Et je pense qu'on a envie tous d'explorer le futur. Et sans doute, on aimerait pouvoir, grâce à une capsule temporelle, voir Paris en 2050 pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'il faut investir et acheter un appartement à Paris ou ailleurs? Mais je pense qu'on accepterait de partir qu'à la condition d'avoir la garantie de pouvoir revenir. Hervé Letellier, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je trouve qu'Étienne a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on voit bien d'ailleurs en littérature, pour tout ce qui touche au récit qui autrefois était un récit d'anticipation, qui se projetait dans un univers beaucoup plus technique, qui se projetait dans d'autres planètes, qu'aujourd'hui, les récits qui s'écrivent, comme McCormack, le livre La Route, ce sont des récits plutôt apocalyptiques, voire post-apocalyptiques. Donc, le désir, effectivement, de vivre dans le futur, si effectivement, de toute façon, on ne peut pas vraiment échapper à l'idée d'aller vers le futur, c'est un désir qui n'est plus celui d'une jeunesse qui craint, en fait, le devenir de la planète. Donc, c'est logique qu'on soit prisonnier de ce présent. Et comme ce présent crée de l'angoisse, c'est normal aussi qu'on n'ait pas envie d'écrire des textes qui se projettent. Le mien, par exemple, ne se projette pas dans le futur. J'ai écrit un livre d'aujourd'hui dans le moment présent. Je me voyais assez mal me projeter à 20 ans et décrire une planète dont je doute qu'elle soit en bon état. Et une des questions de la simulation, pour y revenir, c'est justement non seulement de modéliser des objets techniques, comme des stations spatiales, des objets également qui sont des objets globaux, comme la Terre,
mais aussi peut-être parfois de modéliser des comportements. J'imagine que pour simuler un voyage de 6 mois à 7 mois dans l'espace, on demande à des individus de vivre vraiment dans des conditions qui sont des conditions exactement similaires pendant une durée équivalente. Donc on voit qu'on leur propose finalement une sorte d'enfer virtuel pendant 5 à 6 mois pour essayer de valider la capacité qu'ils ont à vivre dans le réel cette situation-là. Et Étienne Klein a raison également de dire qu'une fois arrivé sur place, il va falloir qu'ils restent un bon bout de temps ensemble encore. Situation un peu absurde. Je crois que Romain Charles, vous avez expérimenté ça avec le programme Mars 500. Merci pour la perche tendue, Hervé. Oui, en effet, des expériences de confinement existent pour voir un peu les effets de ce confinement sur l'être humain, du côté psychologique, mais aussi du côté physiologique. Donc j'ai eu la chance, diront certains, la malchance, diront d'autres, de simuler un voyage aller-retour vers la planète Mars avec 5 autres gars. On a passé donc 520 jours, 1 an et demi dans un faux vaisseau spatial en Russie. Et oui, il y a eu des hauts et des bas, mais on a réussi à... Enfin, cette mission a été un succès, tout simplement parce qu'on était 6 lorsqu'on est rentré, et on était toujours 6 lorsqu'on est sorti 1 an et demi plus tard, et on travaillait toujours efficacement ensemble. Mais c'est vrai que la première question que je vous ai posée en amont quand on a préparé la conférence, c'était, vous saviez qu'à tout moment, vous pouviez sortir de la simulation. C'est vrai. Partant de là, quelle valeur à la simulation et quelle confiance porter aux résultats de cette simulation? Donc d'un point de vue éthique, c'était une mission scientifique, on pouvait quitter cette expérience à tout moment. On avait été sélectionné parce qu'on voulait que cette expérience soit un succès, donc on voulait rester jusqu'au bout. Et en fait, un point intéressant, qui rejoint peut-être un peu la simulation et les mondes virtuels, c'est que pendant cette expérience, on était tous autour de notre table pour manger un midi. On s'est posé la question, les uns les autres, est-ce que vous vous sentez dans l'espace en train de voyager vers Mars, vraiment? Certains ont dit oui. Et moi, je ne me suis jamais vraiment senti dans l'espace, puisque, en effet, notre faux vaisseau spatial se trouvait sur Terre, donc la gravité était présente. Mais j'avais le ressenti d'une isolation. J'avais l'impression que les modules avaient été pris et mis tout en haut d'une montagne, dans un désert, mais très loin de là où je savais qu'ils étaient. Donc il y avait une sorte, pas un paradoxe, mais une vraie différence entre ce que je savais très bien où j'étais, et ce que je ressentais. Et j'espère que cette sorte de paradoxe a permis aux scientifiques qui étudiaient la question du confinement d'avoir des résultats probants pour préparer et donc prévenir de potentiels problèmes pour un futur voyage martien. Il y a une simulation qui est assez connue dans la science-fiction, c'est celle de Fondation par Isaac Asimov, où en gros, je vous apprends peut-être rien, mais en tout cas, l'un des personnages centraux, c'est Harry Seldon, qui est l'inventeur de la psychohistoire et qui, on ne connaît pas les mécanismes de la psychohistoire, mais il parvient à prédire, via des simulations, l'avenir de la galaxie sur plusieurs milliers d'années. Cette simulation, il n'en partage les enseignements. En gros, il dit voilà les rails que va suivre la galaxie, mais il n'en partage les informations qu'avec certains élus. Et ça pose la question de si jamais nous avons un jour des simulations probantes, intéressantes de l'évolution de la Terre, faut-il que les résultats de ces simulations ne soient connus que des dirigeants qui, justement, si jamais dès l'instant on a connaissance des résultats d'une simulation, est-ce qu'on n'est pas déjà en train d'altérer les résultats potentiels qu'on pourrait en tirer? Étienne Klein, je ne sais pas. Mais j'en ai pas la moindre idée. Hein. Je sais simplement que les rapports du GIEC sont publics. Tout le monde peut les lire. Mais ce que je vois, c'est que certaines vérités scientifiques, appelons-les comme ça, même si le mot vérité est un peu fort, c'est plutôt les bonnes réponses à des questions bien posées. On voit bien que quand ces vérités scientifiques correspondent à des résultats qui nous déplaisent ou qui nous dérangent, on est capable de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Donc c'est plutôt ça le risque que la question du secret des données et de la détention de l'information qui serait réservée au chef d'État, enfin aux exemples que vous avez pris tout à l'heure. Je pense que c'est la question de est-ce qu'on doit faire confiance à ce que la science nous apprend et comment peut-on réagir, sachant que nos actions à court terme n'auront pas d'effet visible à court terme. Puisque dans les 30 prochaines années, en gros, on est dans un régime quasi balistique où l'évolution
va dépendre quasi exclusivement de ce qui s'est passé dans le passé. Et donc nos actions, aussi vertueuses soient-elles, n'auront pas d'effet visible avant plusieurs décennies. Et je pense que pour les dirigeants, ça c'est quand même une difficulté, arriver à imposer ce qui peut être perçu comme des sacrifices sans que le bénéfice qu'on peut en tirer soit perceptible. Et ça, je pense que c'est un problème politique qui n'est pas lié à la question du secret, mais plutôt à la question comment on fait, comment est-ce qu'on fait pour lutter quand les effets de la lutte sont invisibles. Comment réunir? Avec une simulation. Et non, mais les simulations, justement, c'est un des problèmes du GIEC, c'est celui que je citais tout à l'heure. Les simulations ne permettent pas de dire comment l'humanité va se comporter. Alors on pourrait dire, si la pédagogie était efficace, voyant que si l'humanité se comporte de cette façon, ça va conduire à telle situation qui est jugée catastrophique, ça veut dire que l'humanité doit faire autre chose. Est-ce que cette pédagogie est efficace? Oui, c'est ça. L'une des possibilités, c'est de se dire, nous avons une simulation assez puissante qui nous permet de dire, en 2035, voilà quel sera le scénario le plus probable pour la Terre. Est-ce que vous pensez que cette simulation-là pourrait réunir, motiver, entre guillemets, on revient toujours à cette notion de volonté derrière pour passer de la simulation au concret? Là encore, c'est une question que je trouve trop difficile. Hein. Moi, je pense qu'on est plutôt dans une situation de ce que Hegel appelait une conscience malheureuse. C'est-à-dire, on sait exactement quel est le problème, on connaît la solution, mais elle est tellement difficile qu'on a une conscience malheureuse du fait de connaître une solution qu'on ne peut pas mettre en pratique. Alors, je vais aller encore un peu plus loin dans les simulations, malheureusement. C'est la simulation du cerveau humain, celle du double, qu'on a également dans l'anomalie. Romain Charles, est-ce que vous, par exemple, vous auriez confiance dans, si jamais l'expérience que vous avez vécue avec Mars 500 ou celle de Spaceship n'était pas réalisée par vous, mais par un jumeau numérique? Je pense que j'aurais confiance sur certains aspects, mais pas totalement. En fait, si on imagine un jumeau numérique d'un astronaute, on va le mettre en situation pour une longue période, voir un peu comment il réagit. Mais tout l'intérêt du jumeau numérique, c'est qu'il est toujours remis à jour, il est en lien réel avec la vraie personne ou la vraie base, et donc est en perpétuelle évolution. Donc, si je regarde aujourd'hui ce que ce jumeau numérique me prédit pour dans un an, dans un mois, cette prédiction aura changé parce qu'il y aura eu cet échange, je dirais, toujours. Enfin, j'ai perdu le mot, c'est pas grave. Et du coup, voilà, je ferai confiance en partie, tout en sachant que ça changera dans tous les sens. Oui, puis ce n'est pas votre expérience au final non plus. C'est ça. Moi, je peux. C'est Hervé qui devrait parler parce que son roman. J'avais justement la question. On pose la question éthique principale, c'est-à-dire il met en scène. Je ne vais pas raconter son livre que sans doute beaucoup de gens ont lu, mais en fait, qu'est-ce que vous changeriez à votre vie présente si vous connaissiez à l'avance qui vous serez dans 2 mois? Voilà. Est-ce que ça changerait vos choix ou pas? Et c'est un peu ça que permet la simulation. Voilà, on est dans le présent, voilà ce qui va se passer si on continue à vivre comme cela. Est-ce qu'on accepte ce futur qui est annoncé ou est-ce qu'on agit pour qu'il soit différent? Et j'ai trouvé, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un roman très fort, et je ne suis pas le seul, c'est de poser par ce stratagème la question éthique de savoir en quoi la connaissance de notre futur changerait nos décisions présentes. C'était pile poil la question pour Sachant mieux que formuler. si on savait toute la suite de notre propre histoire, et là je parle de notre vie personnelle, la vie serait insupportable. C'est-à-dire que ce qui rend la vie intéressante, c'est le fait de toujours penser qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. L'incertitude. Et c'est vrai, Hervé Letellier, que vos personnages, donc il y a un avion qui arrive en mars 2021, si je ne dis pas de bêtises, Paris-New York, un autre qui arrive en juin 2021, donc avec les mêmes passagers, donc des doubles. Ceux de juin 2021 se retrouvent confrontés, alors je ne sais pas si c'est les originaux, mais en tout cas à leur double qui a vécu 3 mois de plus. Et je ne veux pas spoiler le livre à la salle, mais finalement, il y a relativement peu de personnages qui tirent des enseignements positifs
de ce double qui a un peu plus d'expérience qu'eux. C'était... Oui. Non, la plupart d'entre eux sont dans une démarche qui est une démarche de business as usual, leur vie doit continuer. Moi, ce qui me semble le plus notable, c'est cette idée que Étienne Klein a parfaitement raison. Le vrai problème qu'on a dans la projection dans le futur, c'est le refus d'accepter qu'il soit pire que ce que nous vivons actuellement. Et c'est cette idée que je mets aussi en exergue dans le roman, qui est cette idée de l'histoire de la boîte de Pandore, qui m'a toujours moins fasciné, qui est cette idée que nous sommes dans l'espérance. L'espérance, je vous le rappelle, dans la boîte de Pandore, lorsque Pandore ouvre la boîte et que tous les maux de l'humanité s'échappent, la misère, la faim, la guerre, l'un des mots qui reste au bord de la boîte et qu'elle arrive à faire rester à l'intérieur, c'est un des plus grands mots de l'humanité, c'est l'espérance. Et c'est cette idée que, confrontée au drame que vit l'humanité, elle reste toujours finalement capable d'inaction par cet espoir permanent que demain, ça ira quand même, qu'il va se passer quelque chose de positif, quelque chose d'ailleurs idéalement dans lequel nous ne sommes pour rien, c'est-à-dire que ça va se produire en dehors même de notre propre action. Quelque chose va arriver, une sorte de Deus ex machina va surgir et va permettre que les choses s'améliorent sans que nous intervenions nous-mêmes. Et cette idée me paraît très très forte dans le mythe de Pandore, qui est, je le rappelle d'ailleurs, fondamentalement un cadeau que fait Zeus aux frères de Prométhée pour se venger du vol du savoir. Donc il y a une sorte de parabole incroyablement forte, que l'idée que le savoir est, la possession du savoir est vengée par la possession de l'espérance. Donc c'est terrible comme idée que l'espérance est le principal handicap auquel nous sommes confrontés. Donc les doubles, effectivement, dans cet avion, qui sont confrontés à eux-mêmes, tirent relativement... certains tirent une certaine expérience, certains décident de changer de vie, mais la plupart d'entre eux décident, comme toute l'humanité d'ailleurs, parce qu'en fait, le fait d'être confronté à son double dit à l'humanité qu'elle est dans une simulation et que donc elle a peu de possibilités d'échapper à son propre destin si elle ne change pas elle-même. Donc l'idée de confronter à soi m'a toujours paru être une idée assez intéressante et c'est pour ça que j'ai pris ces 2-3 mois de décalage, parce que ces 106 jours exactement de décalage permettent de rester à la fois les mêmes et de voir ce qui se modifie profondément dans nos vies. Mais je le répète, je pense que vraiment le drame de l'humanité, c'est cet espoir permanent qui nous habite et qui, pour que nous agissions, devrait un tout petit peu nous échapper. Et finalement, on a déjà goûté un petit peu au pire ces dernières années avec le Covid, via l'accident. Et s'il y a une chose que les simulations aujourd'hui peut-être ne peuvent pas, ou peut-être qu'elles ne pourront pas non plus prédire demain, c'est la sérendipité, c'est l'accident. Et pourtant, c'est dans l'accident qu'on a découvert de l'union, de la volonté et justement l'espérance que vous évoquez, vous, via la boîte de Pandore. La question est pour moi ? Oui, c'est vrai qu'on ne se voit pas forcément. Je ne sais pas où est la caméra. Oui, c'est vrai. Moi, ce que je trouve extrêmement frappant dans l'histoire du Covid, c'est d'abord que c'était effectivement un accident, mais que c'était quand même un accident prévisible. D'abord parce que deux options aujourd'hui existent, soit c'est un passage de l'animal à l'homme, soit c'est un accident de laboratoire. Apparemment, les deux options commencent à rivaliser l'une avec l'autre. Ce sont deux situations qui peuvent parfaitement exister, pour lesquelles d'ailleurs il a déjà été évoqué des scénarios à la fois cinématographique et de littérature. Et la deuxième idée qui serait derrière, dans l'idée de sérendipité aussi, c'est l'idée assez forte que nous-mêmes serions capables d'agir en permanence. Et ça, j'ai un certain doute sur la question. Je pense qu'il y a eu, avec le Covid, un phénomène assez intéressant qui est la fin de la géopolitique. C'est-à-dire que la géographie a été abolie. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le virus traversait les frontières sans aucun problème et que le monde entier s'intéressait à ce qui pouvait se passer dans une autre partie du monde. Le virus, aujourd'hui, c'est le variant Delta. Le variant Delta vient d'Inde. Donc on sait très bien que la planète, maintenant, elle est toute petite et que ce qui se passe en Inde a des conséquences très concrètes sur ce qui se passe en France. Et la deuxième, c'est la fin de la politique. C'est-à-dire qu'au fond, on a été très, très dépendant. Alors évidemment, il y a une force de la politique nationale parce qu'il y a eu des lois, il y a eu des confinements, il y a eu des couvre-feux qui ont été évidemment
soumis à la surveillance de la police et des autorités judiciaires, mais simultanément, c'est la fin de la politique, parce que les actions politiques qui auraient permis que la France riposte, par exemple, de manière efficace, présence de masques, présence sur le territoire d'un dispositif médical important, c'est-à-dire beaucoup de lits d'hôpitaux, de la réanimation, présence en France de systèmes de fabrication de vaccins qui avaient tous été délocalisés. On voit bien que la politique a joué un rôle négligeable dans la question de la protection de la population. Donc la fin de la géopolitique, c'est aussi ça. C'est la présence de ce qu'on peut appeler, ce que Chomsky appelait des tyrannies privées, qui sont une autre façon d'appeler les multinationales, qui finalement, au niveau des vaccins, ont été celles qui ont décidé de qui avait quoi, me semble-t-il. Merci Hervé Letellier. Je crois qu'on a des réponses, enfin des questions, pardon, de personnes dans la salle ou par SMS. Ou par SMS, absolument. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle? Alors, on va prendre les questions par SMS. On va les afficher, s'il vous plaît. Question pour Monsieur Klein. Je la lis vous aimez pratiquer la montagne. En quoi ces voyages vers les cimes vous offrent-ils un autre rapport au temps? Bon, vaste question. Il n'y a pas de course en montagne qui soit strictement identique, hein, mais disons pour faire court que quand on est en train d'escalader une montagne dans des passages difficiles, alors on est dans une sorte de centration dans l'espace-temps, c'est-à-dire on est dans le présent, il y a presque une intelligence de la main, quoi. C'est la main qui joue un rôle, et on ne pense pas au futur, on ne pense pas au passé, on est vraiment présent au présent d'une façon très intense. Et puis après, quand on redescend dans des conditions plus faciles, en faisant presque de la randonnée, alors il y a une sorte d'expansion du rapport au temps ou à l'espace, une sorte de dilatation, un peu comme un gaz qui, après avoir été comprimé, se détend. Et là, ça donne au contraire une sorte de décentration qui fait qu'on mélange tout et on peut avoir des idées intéressantes. C'est une sorte de méditation, parce que la méditation, telle qu'elle est enseignée dans les manuels, c'est quelque chose que je ne peux pas pratiquer personnellement, j'essaye, hein, mais quand on nous dit, quand une idée passe, il faut la regarder comme un nuage sans penser à la saisir, mais les idées, c'est tellement rare que quand il y en a une, il faut évidemment l'attraper. Mais quand on est dans la redescente, c'est une descente au sens du terme, on perd de l'altitude, puis il y a une sorte de descente psychologique aussi, puisque c'est le sommet qui était le pôle d'attraction et qui faisait qu'on était tendu vers l'objectif, mais quand on redescend, ça se relâche un peu, et il y a une descente psychologique qui permet une sorte d'élargissement du rapport au temps. Allez, une autre question peut-être. On m'a dit qu'il y en avait plusieurs, donc à vouloir toujours pousser plus loin le perfectionnement de la simulation du réel et du temps, au travers du développement de l'intelligence artificielle par exemple, est-ce que la simulation ne se confondra pas au final avec la réalité même? Romain, Charles, oui. Je pensais que ce serait plutôt pour Hervé, une telle... Oui. Je sais pas, je vous ai vu... Je ne sais pas si... Non, soit il y a simulation, soit la réalité est une simulation, soit la réalité n'est pas une simulation. Je n'ai pas de réponse à cette question. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on va aller vers une augmentation de la réalité, très clairement. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus bénéficier de systèmes qui vont nous permettre d'augmenter notre réalité. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire connaître exactement la distance à laquelle on se trouve d'un point qui va être vraiment présent dans des lunettes, connaître peut-être le statut dans les réseaux sociaux de telle ou telle personne qu'on rencontre quasiment automatiquement. Toute une série de choses que je n'apprécierais pas pour ma part, mais qui sont inscrites, à mon avis, dans le futur. Je pense aussi qu'il va... Enfin, ce n'est pas une impossibilité que des systèmes de connexion assez perfectionnés permettent à des groupes d'être en contact en permanence sans jamais quitter le réel, c'est-à-dire par des systèmes virtuels, comme nous le sommes déjà avec des iPhones que nous ne quittons pas ou des smartphones que nous ne quittons pas. Je pense que ça va arriver. Donc il va y avoir une interpénétration, plutôt qu'autre chose, de la réalité et d'un monde virtuel qui ne sera pas simulé, mais qui sera un monde virtuel, qui est le monde que nous créons dans les réseaux. Moi, je pense que ça peut être aussi un remplacement du réel. Hein. C'est-à-dire que le réel pourrait bientôt ne plus compter pour rien. C'est-à-dire que même pendant le confinement, on l'a bien vu,
En quelques clics, chacun peut fabriquer une sorte de rapport au monde qui est complètement personnalisé, une sorte de chez-soi idéologique, qui le met en connexion avec une communauté numérique constituée de gens qui sont tous d'accord entre eux. Et on peut très bien imaginer que plus tard, chacun choisira sa bulle. Cette bulle peut être complètement autonome par rapport à la réalité sans que ça pose le moindre problème. Et ça reviendrait à ce que le réel soit complètement remplacé pour chacun d'entre nous par un monde simulé qui lui convient beaucoup mieux psychiquement. C'est le syndrome des hikikomori au Japon, des jeunes japonais qui s'enferment face par exemple. Ou bien même, pour revenir à Tocqueville, dans son livre célèbre sur la démocratie, disait que la plus grande menace pour la démocratie, c'est la constitution de petites sociétés, constituées de gens tous d'accord entre eux, qui ne discutent plus, dans lesquels les arguments qui pourraient contredire ce qu'ils pensent ne sont pas apparents. Et dans ces bulles dont je parle, eh bien, les gens pourraient avoir une interprétation du monde qui serait constamment conforme à celle qu'ils ont spontanément, de sorte qu'ils n'auraient que des biais de confirmation. Et ça, pour la démocratie, c'est quelque chose d'assez grave, puisque ça veut dire que les valeurs que défend son groupe numérique deviennent plus importantes aux yeux de ceux qui appartiennent à ce groupe que les valeurs du contrat social. Et je me demande, c'est une hypothèse, si ça ne joue pas un rôle dans l'abstention. Oui, c'est une version hyperbolique. Se déplacer pour aller voter pour la République, disons, pour ses représentants, c'est un acte qui nous paraît secondaire par rapport à l'acte de défense des valeurs qui sont celles de notre petite communauté. Toutes les simulations ont une fin, excusez-moi. Merci beaucoup, merci Étienne Klein, Romain Charles, Hervé Letellier. Merci Romain merci également d'avoir animé cette séquence. Voilà, et on va terminer avec le grand témoin de la matinée, le deuxième grand témoin de la matinée. Il est ingénieur, informaticien, c'est l'un des meilleurs spécialistes de l'intelligence artificielle. C'est lui qui a inventé un assistant vocal que nous utilisons quotidiennement sur nos iPhones. C'est l'assistant Siri que vous connaissez tous. Il est par ailleurs directeur scientifique de Renault. Luc Julia est le grand témoin de cette matinée. Un grand témoin, lui aussi, en distanciel, comme on dit, en visio. Et il sera interrogé par un autre assistant vocal, Patrice Moyon, journaliste à Ouest France. Patrice. Alors, est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'il est... Siri, mets-moi en contact avec Luc Julia. Est-ce qu'on peut nous dire si vous avez Luc Julia? J'ai une oreillette qui doit normalement me servir. Ah, on me dit qu'il arrive. Voilà. Alors, on a beaucoup de misère avec les visios aujourd'hui. Bonjour Luc Julia, merci de nous rejoindre. Vous êtes l'effet côte ouest de cette journée avec vos chemises hawaïennes. Vous avez longtemps vécu en Californie, hein, vous êtes le co-créateur de Siri. Étienne Klein disait à l'instant, il y a des abus de langage qui nous font mal penser. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas avec l'expression même intelligence artificielle qu'on utilise aujourd'hui? Première question. Si. Il faut être clair. Le problème, c'est qu'il n'y a strictement aucune intelligence dans l'intelligence artificielle. Donc, on n'aurait jamais dû appeler ça comme ça. Enfin, quand je dis strictement aucune, j'exagère un tout petit peu. Disons qu'il n'y a pas d'intelligence humaine, sachant que notre intelligence est certainement beaucoup plus vaste que n'importe quel être. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est une boîte à outils dans laquelle il y a plein de petites intelligences, de choses très, très particulières. Et tous ces outils sont très, très bons. Hein. Par définition, un outil va faire des choses mieux que nous, mais peut-être pas d'une manière intelligente telle qu'on définit notre intelligence. Alors, vous dites même, vous avez écrit un livre, hein, l'intelligence artificielle n'existe pas. Vous avez le paradoxe.
Bah oui, bon, moi je fais de l'intelligence artificielle depuis 30 ans, donc c'est un peu embêtant que j'ai écrit un bouquin qui dise que ça n'existe pas, parce que ça veut dire que je fais pas grand-chose depuis 30 ans. Mais la vérité, c'est que celle que je dénonce, disons, l'intelligence artificielle que je dénonce, c'est cette intelligence artificielle de Hollywood, celle que j'appelle de Hollywood, c'est-à-dire celle des films. Hein, c'est l'intelligence artificielle qu'on pense pouvoir un jour créer, c'est la science-fiction, hein, c'est Terminator, c'est Her. Donc tout ça, ces intelligences artificielles-là, elles n'existent pas, elles n'existeront jamais. Euh, les intelligences artificielles qui sont ces outils dont je parlais, qui sont très très pointus et très spécifiques, bah là il y en a plein, mais est-ce qu'on peut appeler ça intelligence? C'est encore une fois ce qu'on peut discuter. Alors Kai Fu Lee, qui est l'une des têtes chercheuses de l'intelligence artificielle, il dit que l'intelligence artificielle, c'est la plus grande mutation de l'histoire. Est-ce que vous partagez son analyse? Ça dépend quand est-ce qu'on fait démarrer l'histoire. S'il fait démarrer l'histoire de l'intelligence artificielle en 1956, quand le mot a été inventé, je ne pense pas, parce qu'en fait, il y a eu plein de choses qui se sont passées avant. Moi, si j'avais à faire démarrer l'intelligence artificielle quelque part, je prendrais 1642. 1642, c'est quoi? C'est quand Pascal invente la Pascaline, la première machine à calculer. Donc, est-ce que c'est ça l'intelligence artificielle? Donc, du coup, cette révolution, ça veut dire qu'elle dure depuis presque 400 ans. Mais la vérité, c'est que la révolution, elle dure depuis la nuit des temps et le début de l'humanité. Vous avez rejoint le vieux continent. Vous êtes aujourd'hui directeur scientifique de Renault. On parle de la voiture autonome. Qu'est-ce que Michelin, le patron de Michelin, parle de pneus connectés? Qu'est-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'automobile pose comme question, et notamment comme question éthique? Alors, encore une fois, ce sont ces outils, ces intelligences artificielles m'ont posé des questions. À partir du moment où on va donner les clés, hein, c'est qu'elle de dire. Donc, quand on va dire, finalement, nous, on va plus être responsable de ce qui se passe dans la voiture parce qu'on va plus toucher un volant, parce que on va donc donner les clés à ces intelligences artificielles, à ces outils qui vont, d'ailleurs, entre nous, être bien meilleurs que nous pour faire plein de choses. Hein. Ces intelligences artificielles, elles voient mieux que nous, elles freinent plus vite que nous, enfin, elles font beaucoup plus de choses que nous. Maintenant, la réflexion, c'est de se dire qu'est-ce qui est éthique dans le fait de donner les clés à ces intelligences artificielles dans la voiture ou ailleurs d'ailleurs. Comment on va pouvoir, s'il y a un accident, où est la responsabilité? Donc, je pense que l'éthique, elle se situe bien en amont de tout ça. Elle se situe au moment où on crée les interfaces intelligentes, les intelligences artificielles elles-mêmes. Quand on les crée, on doit se poser les questions de comment on peut les utiliser d'une façon mauvaise. Moi, j'aime bien comparer les intelligences artificielles, disons, une intelligence artificielle avec un marteau. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un outil. Un marteau, on peut l'utiliser à bon escient pour planter un clou, ça va faire ça très très bien. Hein, mais on peut l'utiliser aussi à mauvais escient en utilisant le marteau pour taper sur la tête du voisin. Mon éthique va me dire que peut-être c'est pas bien de taper sur la tête du voisin, et peut-être que si mon éthique n'est pas capable de me le dire, la société me le dira, me le rappellera à travers des lois, à travers des réglementations. Donc l'éthique, elle est personnelle d'abord pour ceux qui inventent les machins pour qu'ils puissent dénoncer les potentielles dérives, et puis elle est après pour ceux qui les utilisent, ces outils, et qui vont dire je ne peux pas utiliser comme ça, mais ces éthiques personnelles qui deviennent souvent les éthiques d'entreprise après, elles deviennent à la fin des lois qui sont faites par des gens éduqués sur un problème particulier. Donc l'éthique, c'est pour moi c'est un corollaire de l'éducation. Ces flux de données, justement, comment les contrôler, sachant qu'en plus, il y a une question qui est liée au biais cognitif de ces algorithmes. Comment est-ce qu'on peut encadrer cette utilisation? D'une façon réglementaire. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné dire, il faut reconnaître qu'il y a des potentielles dérives, hein, comme on disait maintenant. Là. Donc effectivement, les données sont biaisées, les données historiques par définition sont biaisées. Par exemple, on connaît l'histoire des cartes de crédit qui ont été distribuées récemment et qui donnaient la moitié du crédit aux femmes par rapport aux hommes, parce que historiquement, c'est ce qui s'est passé. Donc les algorithmes, ils sont bêta, hein, ils regardent les données historiques, et donc ils ont donné la moitié pour les situations similaires, la moitié de crédit aux femmes qu'aux hommes. Donc il faut reconnaître ces biais. Le problème, c'est que quand on reconnaît un biais, on va souvent vouloir débiaiser. Et donc, à partir du moment où on débiaise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va introduire un propre biais. Et donc là, c'est là où ça commence à être compliqué. Et c'est là où l'éthique, justement, va aussi être importante, de se dire, si j'introduis mon propre biais,
qu'est-ce que ça veut dire pour le système que je suis en train de créer. Donc à la fin, il faut s'éduquer sur tous ces sujets-là et se dire, s'il y a des problèmes, il faut que je les reconnaisse. Une fois que je les reconnais, je peux en parler. Et la société, nous, tous ensemble, on va définir avec le législateur quelles sont les lois, quelles sont les limites. C'est ce qui s'est passé, par exemple, le RGPD. Le RGPD est, pour moi, une loi très intéressante parce que ça a amené à s'interroger sur le fait qu'il y avait des problèmes de vie privée. Et donc, du coup, on a fait cette loi RGPD en 2018, bien après les premiers problèmes sur la vie privée. Mais bon, la réglementation est toujours en retard de toute façon sur l'innovation, ça c'est clair. Mais au moins, collectivement, on a appris quelque chose à travers RGPD, et c'est comme ça qu'on fait avancer aussi la société en disant, voilà, c'est comme ça qu'on peut utiliser les choses, il faut réglementer, il faut mettre des carcans. En clair, vous dites les algorithmes, ce n'est pas une affaire de spécialistes, c'est une question culturelle, c'est une question démocratique, il faut qu'on se les approprie, c'est ça? Tout à fait, oui. Alors, je ne dis pas, je ne devais pas demander à tout le monde d'avoir un doctorat en data science, en données, donc on ne va pas demander ça, mais on va demander aux gens de comprendre au moins quels sont les mécanismes, pourquoi il peut y avoir ces problèmes. Et je pense que ce n'est pas trop difficile de comprendre qu'effectivement, l'histoire, c'est pas la même chose, et on a vu ça beaucoup récemment d'ailleurs. On voit très bien que culturellement, que les sociétés n'étaient pas les mêmes il y a 300 ans qu'aujourd'hui. Et donc, si on base toutes nos réflexions sur les datas, comme les intelligences artificielles d'aujourd'hui, c'est que des datas, on parle de data, big data tout le temps. Et donc, si on base ces intelligences artificielles même à 50 ans d'aujourd'hui, la société n'est pas la même. Et donc, du coup, on ne veut pas que ça soit ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il faut apprendre, il faut comprendre, c'est pas trop compliqué finalement. Et puis après, on fixe nos limites. Et les limites, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elles sont aussi culturelles. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir forcément une même loi en Chine qu'ici ou aux États-Unis. Donc il faut qu'on se définisse, qu'on définisse nos lois. Des fois, ces lois, ces réglementations peuvent être au niveau mondial, mais c'est très rare. C'est arrivé que quelques fois. Par exemple, avec les accords SALT sur le nucléaire, on a décidé de ne pas faire péter la planète. Enfin, les Russes et les Américains à l'époque ont décidé de ne pas faire péter la planète, et c'était plutôt une bonne chose. Est-ce que vous diriez que l'Europe a eu raison d'essayer de faire bouger les choses sur ce sujet, vous qui avez cette expérience américaine? Et est-ce que vous pensez que ce travail qui a été fait par les Européens est de nature aujourd'hui à faire bouger les choses, y compris aux États-Unis? Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis, curieusement, en tant qu'innovateur, on ne croit pas que je suis pour la réglementation, mais je suis pro-réglementation. Je suis très content parce que pour moi, encore une fois, la réglementation a vertu éducative. Donc, je pense que l'Europe est très en avance sur ça, et c'est très bien parce que justement les citoyens sont certainement beaucoup plus éduqués, et donc c'est très bien. Et à la question de est-ce que l'Europe influence le monde, la réponse est oui. On voit par exemple qu'en Californie, donc comme je disais, RGPD en mai 2018 en Europe, en Californie en janvier 2020, il y a une loi tout à fait similaire. Et il y a de plus en plus de pays qui prennent des lois, qui prennent des textes qui sont de plus en plus similaires à RGPD. Donc oui, on est une sorte de tracteur qui est un tracteur éducatif, encore une fois. Est-ce que, puisque vous êtes aujourd'hui directeur scientifique de Renault, est-ce que cette voiture autonome sur laquelle on a beaucoup fantasmé ces 4 ou 5 dernières années, elle arrivera dans un avenir proche, ou au contraire, vous êtes plutôt plus réservé? Alors moi, j'ai toujours été très réservé, mais il faut définir déjà ce que c'est que l'autonomie. Quand on parle de voiture autonome, en général, c'est celle de la science-fiction, c'est la voiture autonome niveau 5, ça s'appelle. Et donc c'est la voiture qui serait capable de faire tout et n'importe quoi, tout le temps, sans aucune assistance d'un être humain. Cette voiture autonome niveau 5, elle n'existera jamais. Donc c'est même pas la peine c'est une sorte de but impossible. Maintenant, il faut comprendre que la voiture autonome niveau 4 sera certainement atteignable. On est encore très loin. Quand on voit aujourd'hui les gens qui sont les plus avancés en recherche, c'est une compagnie qui s'appelle Waymo, qui est une compagnie de Google. C'est eux les plus avancés. Ils sont peut-être à 2,5, à peine 3. Vous voyez, donc on est encore très très loin de niveau 4. Et donc, cette voiture niveau 4, par contre, elle va exister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle sera la plupart du temps autonome, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir vous amener d'un point A à un point B la plupart du temps sans que vous touchiez le volant.
Mais de temps en temps, quand il y a des situations exceptionnelles, elle va vous demander soit à vous de toucher le volant et de faire quelque chose, de sortir d'une situation qu'elle n'a pas compris, ou alors d'avoir quelqu'un qui est en remote, quelqu'un qui a l'accès à votre voiture, de se sortir de cette situation. Donc cette voiture niveau 4, elle va exister, hein, certainement, et puis encore une fois, elle va être largement autonome, mais elle ne sera pas complètement autonome. La voiture autonome niveau 5, elle n'existera strictement jamais. Lors des rencontres économiques d'Aix qui viennent de se terminer, là, la question de l'éducation a été posée. Est-ce que vous pensez que la France doit investir plus massivement, notamment dans les formations scientifiques ? Alors, je ne sais pas, je ne connais pas en fait les budgets, je ne sais pas exactement comment on investit. Ce que je sais, c'est qu'on aime bien se flageller, hein, sur notre système éducatif. Et je sais, et j'en suis le produit, que ce système éducatif, il est quand même très très bon, hein. On est, depuis des dizaines et des dizaines d'années, on est les meilleurs en maths, par exemple, dans le monde, hein. C'est comme ça. Le nombre de médailles Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques, en atteste, hein. On est dans les meilleurs dans les médailles Fields. Et donc, on est quand même très bon. Le problème qu'on a certainement dans l'éducation aujourd'hui, c'est qu'on laisse beaucoup de gens sur le bord de la route. Nos élites vont être très très bonnes, on laisse certainement trop de gens sur le bord de la route. Donc investir pour essayer de faire en sorte qu'on ramène ceux qu'on laisse sur le bord de la route dans le droit chemin, c'est certainement ça qui est intéressant. Maintenant, pour ce qui est de la formation de nos ingénieurs, la formation des gens, des scientifiques qu'on a, je veux dire, cette formation est très bonne. Est-ce qu'on peut faire mieux ? On peut toujours faire mieux, évidemment. Mais aujourd'hui, je pense qu'on aime bien, encore une fois, se flageller, et on est très très bon à ça aussi. Julien Offray de la Métrie, un philosophe né à Saint-Malo, hein, au XVIIIe siècle, parlait de l'homme-machine, il rêvait de l'homme-machine. On y est presque aujourd'hui avec ces algorithmes et avec surtout ces réseaux neuronaux convolutifs, hein, qui ont été notamment développés par Yann Lequin, hein, qui a eu le prix Turing. Jusqu'où, à l'horizon de 5 ou 10 ans, quel type de progrès imaginez-vous sur ce sujet ? On va avoir, alors, encore une fois, je ne pense pas qu'on aura un homme-machine, et donc une machine-homme qui fera tout et n'importe quoi, tout ce que nous, on peut faire. D'accord ? Parce que nous, il y a des choses qu'on fait qui sont intangibles même, ou des choses qu'on ressent qui sont intangibles. Donc c'est très très compliqué, il y a des choses qui sont très compliquées à capturer dans nos comportements. Donc je ne pense pas que ce sera possible d'avoir quelque chose qui ressemblera à un humain en utilisant ces algorithmes. Ceci dit, pour les tâches on va pouvoir définir de plus en plus de tâches, et on voit d'ailleurs que l'application des intelligences artificielles se fait dans n'importe quel domaine, hein. On peut utiliser ça dans tous les domaines, parce qu'on va pouvoir déterminer des tâches qui vont pas forcément être des métiers, hein. Donc il faut faire aussi le distinguo avec ça, mais on va avoir de plus en plus de tâches qui sont pas forcément très agréables à faire, et surtout répétitives, parce que la machine est bonne à la répétition, qui vont être de plus en plus prises en main par les machines, ou des tâches qui vont être très très spécialisées, comme par exemple, on donne souvent l'exemple d'un radiologue qui cherche des cancers, des tumeurs cancéreuses dans des radios. C'est sûr qu'un œil informatique, donc une intelligence artificielle, aura certainement beaucoup plus de facilité à trouver, à détecter ces tumeurs. Parce que une machine a appris sur des centaines de milliers, voire des millions d'images, alors qu'un humain a appris sur seulement peut-être 20 000 images. Et puis surtout, l'œil humain n'est pas aussi bon, comme on disait tout à l'heure aussi, que l'œil de la machine. Donc, certainement pour ces tâches, ça va être intéressant, mais est-ce que ça veut dire que les radiologues vont disparaître ? Certainement pas, parce qu'en fait, le radiologue va être aidé par cet outil qui va mettre sur le haut de la pile les cas où les tumeurs sont les plus grosses ou les plus dangereuses, etc. Mais le diagnostic va toujours être fait par cet humain, par ce radiologue, et aussi le contact avec la patiente dans le cas d'un cancer du sein, par exemple, va être beaucoup plus important, et il va prendre beaucoup plus de temps. Et donc, du coup, je pense que la médecine va être du coup augmentée, le médecin va être du coup augmenté par ces outils, grâce au fait qu'ils vont déporter les tâches qui étaient pas très intéressantes finalement aux machines, et garder la relation humaine et tout ce qui est un peu plus intangible, comme je disais tout à l'heure, pour l'être humain, pour ce à quoi on est aussi très très bon. Donc en clair, quand Yann Lequin dit qu'à très long terme, il pense que les machines pourront développer une forme de conscience, on est plutôt dans la science-fiction pour vous ?
Oui, je pense, oui, parce que là, encore une fois, la conscience, je ne sais pas ce que c'est ça le problème, c'est que c'est des choses intangibles dont je parlais tout à l'heure. Quand on va parler d'empathie, de conscience, de inné, enfin, toutes ces choses-là, hein, c'est un débat philosophique qu'on a depuis plus de 300 ans, donc on ne va pas le résoudre aujourd'hui, c'est sûr, mais ces choses intangibles sont effectivement très difficiles à paramétrer. Il faut comprendre que les intelligences artificielles, ce ne sont que des mathématiques, hein, c'est pas de la physique aujourd'hui, ça deviendra peut-être un jour de la physique, mais c'est des mathématiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence artificielle, elle sort de notre cerveau. D'accord? C'est nous qui avons inventé les mathématiques. Et notre cerveau, c'est pas des mathématiques. Notre cerveau, c'est de la physique, c'est de la biologie. Donc peut-être un jour, quand on fera en sorte que ces intelligences artificielles soient de la biologie ou soit de la physique, peut-être qu'ils pourront modéliser notre cerveau un peu mieux. Mais aujourd'hui, encore une fois, on est dans des mathématiques. Question sociale, en plus vous êtes dans le secteur automobile. Hein. L'historien israélien Yuval Noah Harari craint l'émergence d'une classe d'inutiles justement dont les métiers auraient disparu. Il faut aussi réfléchir à ça. Vous êtes dans l'automobile, donc là on va avoir une transformation sans précédent. Il faut que politiquement on réfléchisse aux transformations. Oui, bah, le problème, encore une fois, je vais revenir sur le mot que j'ai utilisé le plus aujourd'hui, hein, c'est le mot éducation. Donc la vérité, c'est que c'est pas nouveau, hein. L'homme a été, les tâches des hommes ont été remplacées depuis très très longtemps, hein. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de faire avec des robots, même dans le secteur automobile dans les années 60, hein, quand on a commencé à mettre les robots dans les chaînes, sur les chaînes. Et puis même avant, hein, quand vous prenez à Lyon, quand les canuts ont été remplacés par les machines à tisser, alors il y a une révolution, hein, les gens ne sont pas contents, évidemment, c'est normal, mais on se rend compte que ça mettait une génération avant, aujourd'hui ça met beaucoup moins de temps, mais donc on se rend compte qu'on est capable de créer de nouveaux métiers, des métiers autour de ces machines, il faut les réparer, ces machines, il faut faire quelque chose. La productivité augmente, ça veut dire que maintenant il va falloir plus de gens pour mettre des trucs dans les cartons et puis les amener quelque part, etc. Donc il faut comprendre qu'on a toujours été très forts, nous humains, à créer de nouvelles tâches qui sont en général d'une meilleure valeur, on va dire. C'est-à-dire que pour les personnes qui effectuent ces tâches, ce sont des tâches qui sont meilleures et moins donc compliquées et astreignantes, etc. Et donc on est très très fort à ça. Et d'ailleurs, quand on parle avec des sociologues de ce qui se passera dans 30 ans, par exemple, en 2050, on nous dit que certainement on ne connaît pas 85% des métiers de 2050, parce qu'effectivement, on se rajoute des tâches en permanence, parce qu'on rajoute des technologies. Justement, l'économiste Philippe Aghion, qui est professeur au Collège de France, dans Le pouvoir de la destruction créatrice, pense qu'il faut saisir cette carte de l'intelligence artificielle, des objets connectés, parce que ça pourrait créer beaucoup d'emplois en France. C'est une chance à saisir pour l'économie française? Ah ben, j'en suis persuadé. Nous, comme je disais tout à l'heure, on est bon en sciences, on est bon en maths. Il se trouve qu'on est bon en maths, et comme je disais aussi, l'intelligence artificielle, c'est des maths. Donc nous, on a une chance extraordinaire, nous, la France en particulier, on a une chance extraordinaire pour exploser dans le domaine de l'IA. Donc ça, c'est vrai que c'est une chance. Et c'est vrai aussi que même si on ne crée pas forcément des nouvelles tâches, enfin beaucoup de tâches pour plein de gens, je suis persuadé qu'on va créer de meilleures conditions de vie aussi grâce à ces outils. Donc c'est ce qu'il faut se dire aussi et être optimiste. Enfin, vous avez compris, moi je suis très optimiste. Elon Musk a contribué à révolutionner le secteur de l'automobile. Vous pensez que l'industrie automobile, hein, qui est incarnée par le vieux continent, peut continuer à occuper une position de choix? Oui, sinon je ne serais pas arrivé chez Renault, hein. Je ne cache pas que je ne suis pas complètement débile quand même. Donc oui, je pense qu'il y a trois domaines qui pour moi sont très 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 intéressants pour nous les humains. C'est le domaine médical, hein. On veut toujours repousser les limites. Donc en intelligence artificielle, il y a des choses à faire dans le domaine médical. Il y a le transport, parce que aussi les populations vieillissent et puis on aime bien pouvoir continuer à se déplacer d'un point à un autre. Donc tout le domaine des transports va être révolutionné et est révolutionné par les IA et
et ces voitures autonomes niveau 4 en sont la preuve, hein, on va y arriver. Et puis l'autre domaine que j'aime bien, c'est le domaine de la maison en général, avec tous ces assistants. Alors ça veut pas dire qu'il faut être des assistés, mais tous ces assistants qui vont nous aider à faire des choses mieux, plus rigolotes, moins embêtantes. Et donc ces technologies sont là pour nous aider. Moi, je suis absolument persuadé que on peut créer ce que j'aime bien dire des technologies pour les vrais gens. Merci Luc. Julia, il y a peut-être des questions? Alors peut-être qu'il y a des questions. On me fait signe que oui. Alors on va vous les proposer. Luc, Julia, est-ce qu'on peut les afficher? Rendez-vous à 14h, c'est une bonne question. Okay. Si. LV World, l'intelligence artificielle est-elle capable de se programmer elle-même? Ouais, alors c'est une bonne question. En fait, ça dépend ce que ça veut dire. La réponse au niveau, c'est non. D'accord? Parce qu'en gros, c'est nous qui faisons les programmes, c'est nous qui choisissons les algorithmes, c'est nous qui choisissons les données. Maintenant, on peut créer une intelligence artificielle qui va aller choisir des données, qui va aller choisir des algorithmes. Mais c'est nous qui l'avons créé aussi, ce programme. Donc, quelque part, la réponse, c'est oui, on peut faire des trucs qui vont être de plus en plus sophistiqués et qui vont prendre des décisions toute seule, mais en fait, quelque part dans la chaîne, il ne faut jamais oublier qu'il y aura un humain et il y aura toujours un humain. Alors, d'autres questions, ou peut-être des questions également dans la salle, hein, vous n'hésitez pas, il y a un micro à votre disposition. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui nous sont arrivées par SMS? Oui, on fait toujours signe, voilà. Que ferons-nous dans la voiture autonome avec tout le temps libre dont nous disposerons? C'est une excellente question et c'est le genre de choses sur lesquelles je travaille, évidemment. Ça va être une extension de votre maison. Qu'est-ce que vous faites dans votre maison quand vous n'avez rien à faire? Donc, en fait, vous allez vous regarder des films, vous allez lire des bouquins, vous allez faire des choses comme ça. Donc, ça va être exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, vous irez en plus d'un point A à un point B. Donc, il faut imaginer que ce nouvel mode de transport va être une extension de votre maison. Oui. Moi, j'ai une question sur la sécurité informatique. Bruno Le Maire, ce week-end, a estimé qu'on sous-estimait grandement cette question des attaques informatiques et des virus. Ça faisait partie des sujets de réflexion de Paul Viridio. Comment vous regardez ce sujet ? C'est un sujet excessivement compliqué sur lequel on ne peut pas gagner. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit un jour, moi j'ai un système qui est complètement secure et donc on ne peut pas du tout le hacker, c'est un menteur. Okay, donc ça va être très très clair. La sécurité informatique, c'est une course. C'est une course. Donc c'est les gendarmes et les voleurs, si vous voulez. Et donc quand on crée un système qui est infalsifiable ou impossible à hacker, il y a quelqu'un qui va réussir à la hacker. Pourquoi? Parce que c'est l'humain qui l'a créé. Et l'humain a des failles. Et quelque part, on va pouvoir exploiter ces failles. Donc, c'est une course. On va aller toujours plus... On va être mieux. Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est aux gens qui doivent faire des systèmes qui doivent être quand même d'une sécurité importante, soyez sûrs que vous utilisez les dernières évolutions dans ce domaine. Mais ne vous arrêtez pas. Parce que si vous vous arrêtez, vous êtes sûr que le lendemain ou le surlendemain, vous allez être hacké parce que votre système ne sera pas dans la course. Donc, il faut rester dans la course. Et du coup, on peut gagner en restant dans la course. Hein. Ça veut dire qu'on peut toujours avoir un peu d'avance, et c'est ce qui se passe d'ailleurs en général. Hein. Le hack, ce n'est pas quelque chose qui est omnipotent et qui est là tout le temps. Ça arrive de temps en temps, et là où ça arrive, c'est en général les gens qui se sont arrêtés et qui ne courent plus. Allez, une dernière question pour vous, Luc Julia, qui nous a envoyé par SMS et qu'on va afficher. Voilà. Que l'on va afficher. Voilà. Que pensez-vous du paradoxe? Nous savons mieux détecter les maladies grâce à l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui en France, nous n'avons plus d'accès facile à un médecin. Oui, c'est justement un des objectifs de l'IA, ce serait de faire en sorte que ces médecins soient plus disponibles. Justement, on parlait tout à l'heure d'un radiologue, je vous donnais l'exemple d'un radiologue qui sera plus disponible pour sa patiente et pour pouvoir donner un diagnostic, un verdict et un traitement. Oui, c'est un paradoxe, mais en même temps, c'est parce que
une question d'organisation certainement aujourd'hui. Je suis persuadé que ces outils, puisque encore une fois ce sont des outils et par définition ils font des choses à notre place et pour nous quelque part, ces outils quand ils sont bien utilisés, ils permettent de libérer du temps, ils permettent de faire en sorte qu'on soit meilleur à ce qu'on fait d'habitude. C'est pour ça que moi j'aime bien appeler l'IA non pas de l'intelligence artificielle, mais de l'intelligence augmentée, où c'est pas un domaine, mais c'est notre intelligence qui est augmentée. Et du coup, l'augmentation dans le cas des médecins, encore une fois, je pense que ça passe par le temps qui est libéré pour qu'ils puissent s'occuper des gens. Merci beaucoup, Luc Julia, d'être intervenu pour ces assises. Merci, Patrice. Merci, on peut vous applaudir. C'était passionnant.